Bonjour à tous, aujourd'hui notre classe de 3e B va vous présenter une web radio sur le sujet science et éthique, et c'est donc moi, Kamil Tahiri, qui vais vous présenter cette émission. Nous allons ouvrir le bal avec notre chère Camélia El Guermaï qui va donc nous parler des progrès scientifiques au Maroc. Bonjour chers auditeurs. Alors je vais vous avouer que je m'intéresse beaucoup à la science malgré mon très jeune âge. Et je voudrais donc vous donner mon avis par rapport à 2 progrès scientifiques, dont un qui me passionne beaucoup et l'autre qui, je trouve, est très désavantageux dans notre pays. Donc celui qui m'a paru avantageux comme progrès scientifique est la production d'insuline humaine par des bactéries. En tant que Marocaine, je sais très bien que nous aimons beaucoup la gastronomie. Nous mangeons tout le temps des tagines, des couscous, plein de sucreries et de viennoiseries. Et donc nous consommons beaucoup de sucre, ce qui élève notre taux de diabétique au Maroc. Donc je trouve que cette culture bactérienne qui nous donne de l'insuline est très avantageuse. Et grâce à cette production, nous pourrons combattre de plus en plus cette maladie. Pour ne pas être effrayé par le terme bactérie, je tiens à préciser que ce ne sont pas toutes les bactéries qui sont néfastes et qu'il y a aussi celles qui sont utiles, comme celles dans l'estomac, qui aident à mieux digérer. Et quant à ma préposition préjudiciable de progrès scientifique, qui est le diagnostic des embryons lors d'une FIV, fécondation in vitro, je suis contre, car en tant qu'habitant dans un pays majoritairement peuplé de musulmans, je trouve que d'un point de vue religieux, c'est une remise en question éthique importante, et que, en tant que musulmane, je n'accepterai pas de faire d'autant gros changements sur un futur être humain, et je ne laisserai pas non plus mes enfants le faire. Donc je vous conseillerais de ne pas utiliser ce progrès-ci, car déjà cela coûte très cher. La plupart des couples ne peuvent pas se le permettre. Payer 18 400 $ pour que notre enfant, entre autres, ait les yeux bleus, j'appelle ça du gâchis et de l'argent gâché. Et d'ailleurs, je me méfie de tout ce qui est intervention scientifique, car il y a toujours des risques potentiels, ou presque. Je préfère que tout se passe naturellement, qu'il soit masculin, féminin ou autre. Et donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de couples qui auront les moyens ou même l'envie d'essayer. C'est pour cela que, de mon point de vue, je préfère la production d'insuline humaine par des bactéries, car il n'y a pas déjà de problème d'éthique par rapport à la religion, et c'est aussi moins cher, et donc, comme on dit, on fera d'une pierre 2 coups. Et voilà, je tiens à vous remercier pour votre patience et votre écoute, et j'espère que ça vous aura plu, et peut-être guidé. Je redonne la parole donc à notre animateur. Merci encore une fois. Merci à vous, mademoiselle. Maintenant, je vais donner la parole à Saad Haddadi, qui va essayer de nous faire part de qu'est-ce qu'est le transhumanisme et en plus précis les prothèses. Bonjour chers auditeurs. Dans cette partie, je m'attacherai à définir la notion du transhumanisme pour ensuite parler des différentes techniques et aussi des différentes disciplines du transhumanisme. Commençons par qu'est-ce que le transhumanisme ? Le transhumanisme est un mouvement intellectuel qui prend l'amélioration des caractéristiques physiques et mentales des êtres humains grâce à la science et à la technique. Les transhumanistes considèrent certains aspects de la condition humaine indésirables et trouvent dans le transhumanisme un moyen d'y mettre fin aux handicaps, aux souffrances, maladies, vieillesse. C'est pour cela que lorsque l'on parle de transhumanisme, on parle d'hommes augmentés, d'hommes bioniques, de transhumains, de posthumains. Pour modifier le corps, les transhumanistes s'appuient sur différentes techniques et sciences. La nanotechnologie, ensemble des études et des procédés de fabrication et de manipulation de structures électroniques et chimiques à l'échelle du nanomètre. La biotechnologie, application des principes scientifiques et de l'ingénierie à la transformation des matériaux par des agents biologiques. Mariage entre la science des êtres vivants et la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la génétique et l'information. La science cognitive, ensemble de disciplines scientifiques dédiées à la description, l'explication des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle. Perception, intelligence, langage, raisonnement, conscience. L'intelligence artificielle forte, c'est en effet une recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Les transhumanistes s'engagent aussi dans des approches interdisciplinaires pour comprendre et évaluer les possibilités de dépasser les limitations biologiques.
Les transhumanistes s'appuient sur différentes disciplines afin d'éviter les dérives liées au transhumanisme. La bioéthique, norme morale applicable aux sciences du vivant et proposant certaines règles et certaines postures face à d'éventuels dilemmes. La futurologie, l'élaboration de différents scénarios possibles de l'avenir à partir de données technologiques, économiques ou sociales, du passé et du présent, ainsi que des techniques et des modèles scientifiques. Nous pouvons conclure que l'évolution du transhumanisme peut être bénéfique, mais pour cela, il faut la contrôler, poser des limites, se questionner sur des avantages et ses inconvénients, sans chercher à simplement vendre de l'innovation pour gagner de l'argent. Mais contrôler une telle évolution est-il possible? Je pense que oui, à condition de s'interroger en permanence sur les avantages et les inconvénients de telle ou telle nouveauté. On peut également imaginer un mouvement inverse, l'homme souhaitant s'affranchir de la technologie pour revenir à une condition plus naturelle. Et merci. Merci à vous, notre cher ami Saïd, qui est toujours là pour nous faire part de ces belles prestations. Et merci de vous être exprimé sur ce sujet qui vous tient à cœur, qui est le transhumanisme. Désormais, il est temps de parler du clonage avec Rayli, Ryan et Hassan. Bonjour à tous nos auditeurs. Comme vous le savez tous, le clonage est un sujet très abordé et très présent dans l'actualité en ce moment, car il remet en question nos valeurs humaines essentielles. Il est souvent présenté par les médias sous un aspect qui, la plupart du temps, est négligeable, mais peut également être positif dans certains cas. C'est pour cela que nous allons l'aborder aujourd'hui dans notre émission. Nous allons cependant simuler une interview puis un débat entre deux généticiens. Ils vont répondre à toutes nos questions sur ce thème afin d'élargir nos connaissances sur ce sujet. Pour pouvoir mieux cerner ce dont il s'agit, nous allons débuter par définir clairement ce qu'est le clonage. À vous la parole, Monsieur Benani. Bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Alors, tout d'abord, afin d'aborder des sujets plus profonds, il est très important de savoir de quoi l'on parle. Le clonage est une manipulation génétique assez récente qui a enfin rendu possible le transfert de gènes présents dans une cellule vers une autre. Il permet d'obtenir des cellules vivantes identiques à une autre, à partir d'une seule. Merci monsieur pour cette définition très complète. Passons à présent à la question que tout le monde se pose. Monsieur Ait Hassan, quelle est l'origine du mot clonage? À vous la parole. Merci. Donc pour répondre à cette question, je voudrais dire que l'étymologie du mot clonage vient du grec clon, qui signifie alors jeune pousse. Et à partir de ce mot qui est clone, on a ainsi appelé la méthode qui permet de créer un clonage. Merci. Mais pouvez-vous nous préciser en quelle année le mot clone a-t-il été utilisé la première fois et par qui? Ce mot est apparu pour la première fois il y a 114 ans, en 1903, après avoir été employé par le botaniste américain Herbert John Weber. Ce botaniste l'avait alors utilisé pour désigner des plantes reproduites par une reproduction asexuée. Merci pour cette précision. Passons dès à présent aux différents types de clonage. Monsieur Benani, pouvez-vous nous parler d'un d'entre eux? Je vous rappelle qu'il existe deux types de clonage, le reproductif et le thérapeutique. Le clonage reproductif est un procédé qui vise la création à terme d'une personne à part entière. Ainsi, dans cette optique, l'embryon sera en effet transfusé sur une mère porteuse. Par conséquent, l'individu génétiquement modifié qui va naître va être similaire à celui dont provient le noyau. Je vous remercie pour ces informations très précieuses. Passons désormais au clonage thérapeutique. Il y a une deuxième possibilité de clonage qui est envisageable. Dans ce clonage, l'embryon est congelé. Après cela, on aura une réserve de cellules génétiquement modifiées qui pourront être utilisées par les scientifiques et les généticiens. Il est temps de passer au fameux débat que tous nos auditeurs attendent avec impatience, après ces deux interventions très détaillées. Monsieur Benani, êtes-vous pour ou contre ce fameux clonage? Depuis plusieurs années, je suis persuadé que le clonage a et aura un aspect positif pour l'être humain. Aujourd'hui, je suis là afin de le défendre. Tout d'abord, il pourrait donner lieu à la création d'un être à l'identique d'un enfant ou plutôt d'une personne décédée. Ça pourrait aussi aider des parents infertiles, stériles, à avoir des enfants. Ils offriraient également la possibilité de créer un être humain qui pourra servir à fournir une greffe, sans oublier la présence d'un intérêt financier immense. Dans certaines sectes, assurer l'immortalité et prolonger la vie est une idée très répandue. Pour finir, je trouve que le clonage peut soulager des millions de personnes
souffrant de maladies dégénérescentes, ce qui rendra notre monde parfait. Argument très convaincant. Passons maintenant aux arguments de M. Aït Hassan. À vous la parole. Je suis contre le clonage pour différentes raisons qui vont sûrement vous convaincre. Pour commencer, la création des clones est une méthode très onéreuse, c'est-à-dire très chère, ce qui ne va pas être accessible à tout le monde. Le clonage empêchera le fait que chacun soit différent de l'autre. Cela irait donc contre les actions de l'évolution de la vie. Les clones n'auront donc pas une âme individuelle. Ils pourraient également entraîner des dérapages du fait de l'enjeu économique très important. Ça pourrait devenir une sorte d'esclavage, car cloner un être, c'est comme le fait de tout décider pour lui. Ses caractères sont physiques. Le taux de réussite est très insuffisant. Pour conclure, j'affirme que le clonage est un danger pour l'humanité. Vous nous avez présenté de nombreux arguments développés et éloquents. Cependant, nous pouvons voir que les arguments contre le clonage sont beaucoup plus pertinents. On se rend compte que certains des arguments pour sont contradictoires avec une éthique qui se révélerait protectrice pour l'espèce humaine. On est d'ores et déjà arrivé à la fin de ce sujet qui s'est révélé très intéressant. Nous remercions nos deux invités du jour pour leur présence. Merci à vous les garçons pour cette belle prestation. Autour de Mamoun Melal, Hafid Saïdji et Shadia Labid de nous parler des OGM. Bonjour chers auditeurs, nous allons mes camarades et moi vous parler des OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés. Alors premièrement, je vais vous en donner la définition, puis je vais laisser la parole à mes camarades. Un OGM est un organisme génétiquement modifié. Cela signifie qu'on a transformé un végétal ou un animal en insérant un gène dans le patrimoine génétique de ce même animal ou végétal. C'est ainsi que des espèces nouvelles, plus résistantes, plus nutritives, pouvant être produites en plus grande quantité, ont vu le jour. Aujourd'hui, les OGM présentent des intérêts dans notre société dans plusieurs domaines. Mes camarades vont les citer en s'appuyant sur des exemples. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui en compagnie de mes camarades, je vais vous parler des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Alors tout d'abord, je vais vous évoquer leurs avantages et puis leurs inconvénients. D'abord, voici leurs avantages concernant la santé. Premièrement, les OGM peuvent nous donner une résistance à certaines maladies, notamment virales. Ils peuvent aussi créer des vaccins sans piqûre. Il s'agira alors de manger un aliment pour être vacciné contre une maladie précise. Les OGM ont aussi permis de créer de nouveaux médicaments conçus sur mesure, comme la production d'insuline. Ils ont aussi produit des organes, notamment grâce à des animaux génétiquement modifiés. Puis maintenant, passons aux avantages des OGM en ce qui concerne l'environnement. Les OGM permettent une pollution et une exploitation des sols moins importantes. Ils ont aussi permis de résoudre le problème de la faim, par exemple dans les régions en Afrique ou en Amérique du Sud. Les OGM permettent aussi de produire des aliments de façon plus efficace et moins coûteuse, avec plus de rendement et donc moins de travail. Et dernièrement, les OGM pourraient être cultivés sur des terrains jusqu'ici non utilisables et qui peuvent réduire l'utilisation des insecticides et des produits chimiques malsains pour notre environnement. Et maintenant, passons à leurs inconvénients et commençons par les OGM et le risque environnemental qu'ils présentent. Aujourd'hui, il se pourrait que les OGM soient toxiques envers d'autres insectes qui sont non ciblés. Ce sont les insectes qui ne sont pas considérés comme ravageurs et qui peuvent même être bénéfiques pour notre écosystème, voire pour tout l'environnement, d'où leur nom. L'apparition d'espèces résistantes, les organismes cibles peuvent résister à la toxine produite par la plante, obligeant donc à recourir à d'autres OGM de type insecticide ou à des doses accrues. Certains scientifiques estiment aujourd'hui que la diffusion de la biotechnologie conduira à un appauvrissement de la diversité génétique, c'est-à-dire en conférant un même gène à de nombreuses espèces. Puis dernièrement, passons aux inconvénients des OGM face aux risques économiques et humains qu'ils présentent. Aujourd'hui, les OGM pourraient développer de nouvelles allergies alimentaires à cause de ces OGM, car selon les dernières études, la plupart des OGM sont composés de gènes de plantes ou d'animaux dont nous ne nourrissons pas encore. Les OGM peuvent conduire à la perturbation du fonctionnement de notre organisme et ils pourront aussi mener à une perte d'emploi pour les agriculteurs, car les firmes ont déjà réussi aujourd'hui à supprimer en partie dans les pays du Sud les cultures vivrières traditionnelles et les ont remplacées par des monocultures destinées à l'exportation. Et qui dit monoculture dit dépendance, perte écologique et donc perte d'emploi. Merci à tous. Et maintenant, mon cher camarade Mamoun va vous donner des exemples concernant ces avantages et ces inconvénients. Merci. Je prends la parole avec mes camarades pour vous donner des exemples des avantages et des inconvénients concernant les OGM. Je vais vous citer les principaux avantages et exemples des OGM. Les OGM permettent de fructifier toutes nos récoltes consommables comme les fruits, légumes, le bétail, etc.
Les OGM pourraient résoudre le problème de la faim en fructifiant des aliments pour certains pays comme des zones touchées en Afrique. Les OGM pourraient être cultivés sur des terrains jusqu'ici inutilisables en rendant des terres fertiles. Les OGM peuvent réduire l'utilisation des insecticides. Exemple, réduire l'utilisation des insecticides contre la pyrale. Les OGM ont permis d'élaborer de nouveaux médicaments comme l'insuline, comme les personnes atteintes de diabète. Les OGM pourraient produire des organes par des animaux génétiquement modifiés et greffables chez l'homme. Et maintenant, je vais vous citer les principaux inconvénients et exemples des OGM. On pourrait aussi développer de nouvelles allergies alimentaires à cause des OGM, car cela, les dernières études, la plupart des OGM sont composés de gènes de plantes ou d'animaux dont nous ne nourrissons pas encore. Les plantes OGM pourraient également porter atteinte à la diversité de la nature. En effet, certains chercheurs se demandent que deviendront les animaux et les végétaux s'ils entrent en contact avec les plantes. L'impact non voulu sur les autres insectes non ciblés, ceux-ci peuvent être utiles comme les abeilles essentielles car elles font fleurir les fleurs et produisent du miel. Voilà comme nous avons pu constater, les OGM sont un avantage comme un danger pour nous. Merci. Et pour clore, les OGM sont à la fois avantageux et désavantageux. Dans notre alimentation, ils sont avantageux, avec des qualités nutritionnelles souvent supérieures aux cultures non OGM. Dans l'agronomie, ils ont développé des résistances face aux herbicides, des résistances face aux maladies et des résistances face aux attaques des insectes. Ils ont aussi des inconvénients car ils pourraient développer des allergies. Les OGM représentent aussi l'espoir de nouvelles techniques médicales capables de sauver les vies, avec la suppression du phénomène de rejet dans les greffes d'organes. Et merci. Merci à vous. Maintenant, je vais désormais donner la parole à Nada Zarkal, Nada Fainassi et Younes Routa qui vont débattre sur les manipulations génétiques. Pour moi, les manipulations génétiques représentent un danger pour l'humanité. Les OGM sont contraires au développement de l'espèce humaine et en usant de ces techniques, nous déséquilibrons la vie et ses phénomènes naturels. D'un point de vue éthique, ces manipulations sont l'épreuve d'un irrespect de la nature et de ses phénomènes naturels. Sont l'épreuve d'un irrespect de la nature et de la destruction de l'unité de notre espèce. La conséquence principale qui en résulte est l'inégalité des droits et la marginalisation des hommes qui refusent de s'accorder aux normes de la société actuelle. Par exemple, la remise en cause du génome humain et sa modification universelle cause certaines mutations explosant l'unité des vies. Je rebondis sur ta réflexion. Il est impossible de créer une société sans marginaux. Je pense que si on refuse de s'allier aux normes mondiales et de se développer sur le plan de la génétique, dans quelques années, ce sera le pays tout entier qui sera marginalisé. Je suis persuadée que les mentalités vont changer et évoluer. Les transfusions sanguines, les dons d'organes, la procréation in vitro. Au début, ces pratiques étaient très controversées. Puis, on s'y est habitué, car il s'agit d'évolutions allant dans le bon sens, encadrées par la loi. Ce sera de même pour les modifications génétiques. Je partage les avis de mes deux camarades. En effet, si on laisse proliférer sans contrôle les manipulations génétiques, on pourra porter atteinte à l'homme et le dénuder de sa nature et de sa dignité humaine. Et on pourra même créer des créatures défigurées, des nouvelles substances toxiques et dangereuses, et voire même des maladies incurables. De plus, l'autorisation de l'utilisation du clonage thérapeutique pourra déboucher sur le clonage reproductif et va porter ainsi atteinte à la dignité de l'être cloné et à la sacralité de la vie. D'autre part, l'utilisation du diagnostic génétique lors de la fécondation in vitro pour procéder au tri des embryons et même modifier leurs gènes pour avoir des caractéristiques physionomiques bien ciblées est à mon sens contre l'éthique. Ainsi, l'enfant va devenir juste le souhait de l'État et de ses parents et il va devenir un vulgaire instrument. Et cela va nuire à l'homme et à l'humanité. J'ajoute que ces manipulations remettent en question la liberté et le potentiel d'un embryon humain capable de répondre aux désirs de ses parents et de la société. Et malgré la possibilité d'avoir une vie digne et respectable, c'est le cas en fait des manipulations de certaines gènes à l'hôpital californien où la couleur des yeux, des cheveux sont devenus sur mesure. Et d'ailleurs, la modification du génome humain favoriserait les créations de certaines sectes, comme celle en Afrique du Sud, Raël, dont l'idéologie est concentrée sur les gènes idéaux.
En revanche, plusieurs lois en France interdisent les manipulations génétiques, les contrôles, les limites et les modères. L'amplification de la productivité agricole par le biais de ces manipulations contraint à l'utilisation des pesticides et de produits néfastes. En plus, elles engendrent des mutations dangereuses provoquant de nombreux problèmes de santé. Donc pour clore mon intervention, ces méthodes peuvent être irréversibles et avoir des impacts graves sur le génome humain. Il y a de nombreuses remises en cause du point de vue éthique qui sont en cours. Certaines découvertes du génie génétique mènent à d'autres. Et l'ambiguïté et l'incertitude de ces méthodes sont à l'origine de controverses vives. Et comme l'a dit André Frossard, dans le laboratoire de la génétique, l'être humain a perdu sa définition. Les exemples que vous citez sont des cas où la génétique a dérapé, mais parfois, elle pourrait s'avérer bénéfique pour l'homme. Par exemple, on pourrait résoudre tous nos petits problèmes quotidiens, comme par exemple la calvitie, la transpiration. On pourrait concevoir des êtres humains imberbes pour pallier au problème des poils. Ou encore, on pourrait réduire le problème de fatigue, de stress, et donc améliorer le quotidien de milliers de personnes qui n'auront plus à ingérer une quantité astronomique de médicaments. On pourrait aussi rendre la fin de vie plus agréable. Les gens vieilliraient sans certaines maladies, comme l'arthrose, les problèmes de cœur, le cholestérol. Pour conclure, avec certaines modifications génétiques modérées par la loi, on pourrait améliorer notre qualité de vie, sans pour autant remettre en cause les questions éthiques. Dans le même sens que Nada Fainassi, je peux rajouter que les bienfaits des manipulations génétiques sont qu'elles permettent de pallier des malformations et des maladies génétiques extrêmement graves, telles que la déficience immunitaire, et cela en modifiant les gènes au stade embryonnaire ou postnatal. De plus, elles permettent aux couples stériles d'avoir un enfant grâce à la fécondation in vitro. En outre, les manipulations génétiques permettent de produire des substances utiles à la vie humaine, comme l'insuline grâce aux bactéries. Et en conclusion, les modifications génétiques présentent des avantages et des inconvénients et peuvent être aussi bien utiles que néfastes pour l'homme. Pour tirer profit de leurs points positifs tout en palliant aux aspects négatifs, il faut entretenir une conciliation entre les différents piliers de la société, c'est-à-dire l'éthique, la science et la religion. Merci à tous. Merci à vous, trois, pour avoir fait de ce débat un débat très animé et d'avoir bien débattu chacun de son côté. Désormais, je vais donner la parole à Idriss, qui va vous faire une critique sur le livre Le meilleur des mondes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des romans qui marque le sujet de la science et éthique. Ce roman d'anticipation dystopique s'intitule Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley. Il est publié en 1932. C'est un défi, un réquistoire. Ce livre mondialement célèbre de la littérature d'anticipation qu'a fait Aldous Huxley, l'un des témoins les plus lucides de notre temps. Cet ouvrage a fait l'objet d'un essai écrit par Huxley, lui-même qui revient sur la grande idée exposée dans son œuvre, Retour sur le meilleur des mondes. Dans la lignée des plus grands auteurs d'anticipation sociale et politique, Huxley nous offre un roman passionnant qui laisse à réfléchir sur l'avenir de notre société. Le meilleur des mondes décrit aussi ce que serait la dictature parfaite, une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Dans ce livre, la catégorie est vraiment différente de notre monde. Dans cette société future, tous les enfants sont conçus dans des éprouvettes. Ils sont génétiquement conditionnés pour appartenir à l'une des 5 catégories de la population. De la plus intelligente à la plus stupide. Les alphas, l'élite, les bêtas, les exécutants, les gammas, les employés subalternes, les deltas et les epsilons destinés aux travaux pénibles. Pour conclure, je vous conseille de lire ce livre car il est riche en émotions et nous fait rentrer dans un nouveau monde futuriste qui fait rêver le public et qui donne un avant-goût peut-être de notre futur. Merci Idriss de nous avoir parlé de ce livre qui est le meilleur des mondes. Et pour finir en beauté, Mademoiselle Zineb Bendaoud va nous parler de ce qu'elle a pensé du film iRobot. Salut tout le monde, c'est Zineb et aujourd'hui pour ma rubrique cinéma, j'ai décidé de vous parler d'un film, iRobot. Ce film date de 2004, assez vieux mais tout aussi passionnant, ne vous inquiétez pas. On sait tous que pendant un long moment, les films de science-fiction étaient présents dans tous les médias. Et c'est encore le cas. C'est un genre cinématographique que beaucoup de personnes apprécient. Et il est dur de trouver un film de ce genre qui se démarque des autres. Dans le film iRobot,
Je trouve que l'acteur américain Will Smith nous en fait voir de toutes les couleurs. Et cela avec son jeu d'acteur, son humour bien à lui et son personnage unique. Son rôle lui est d'ailleurs bien attribué. Il joue l'officier Dale Spooner et travaille dans la brigade criminelle de Chicago. Ce film est excellent. Il est riche en rebondissements et en actions inattendues. Les relations humain-robot ne sont pas encore prises en considération par tout le monde. De plus, même si l'action se déroule en 2035, les différentes classes sociales existent encore. Ce film se base principalement sur une enquête. Une enquête sur la mort du docteur Alfred Lannin. C'est d'ailleurs lors de cette dernière qu'on voit un nouveau personnage apparaître, le docteur Suzanne Calvin, qui doit aider Spooner dans cette affaire. On découvre alors une belle complicité entre les deux protagonistes. Le film parle aussi d'intelligence artificielle. Le docteur Lannin a d'ailleurs beaucoup travaillé sur ce sujet avant sa mort. Il avait créé un robot, Sunny, différent des autres. Il pouvait dormir, rêver et éprouver des émotions, ce qui est hors norme pour un robot. Il a aussi mis en place Vicky, le cerveau de l'USR qui est l'abréviation d'US Robot. Il s'agit de l'entreprise américaine qui réalise les robots et les met sur le marché. À la fin du film, l'enquête est bouclée. Je vous laisse le plaisir d'aller le voir et de connaître le coupable. Mais plus important, à la fin de l'histoire, Sunny se tient à l'endroit dont il a rêvé auparavant. On assiste alors à la même scène, ce qui est surprenant, mais aussi une manière originale de la part des scénaristes d'achever l'histoire. Pour conclure, ce film nous permet de remettre l'avenir de l'humanité en question. On voit que les robots, et en particulier l'idée de l'intelligence artificielle, peut se retourner contre ceux qui l'ont créé, nous. Vous comprendrez mieux en voyant le film, mais sachez qu'on ne peut pas se fier à ce genre d'objets ou appareils, même s'ils nous paraissent utiles, et cela est d'ailleurs leur fonction. Mais ils restent électroniques, et le moindre faux pas peut s'avérer chaotique. En effet, les ordinateurs, téléphones ou autres sont également électroniques, mais ne peuvent se déplacer ou se révolter. Ils ne peuvent agir que sous des ordres. D'ailleurs, à ce sujet, les scènes en présence de robots paraissent très réalistes. On se demande même si ce n'est pas un documentaire présentant les dangers de la robotique. Les réalisateurs ont dû beaucoup investir là-dedans. J'espère vous avoir donné envie de voir ce film et j'espère que vous vous en souviendrez. Merci à vous, mademoiselle Ben Daoud. C'est désormais la fin de notre web.